Donc, bonjour à tous. Comme chaque année maintenant, je vais vous présenter quelques espèces que j'ai rencontrées lors de mes prospections. Donc là, il sera question de mes sorties de 2025. Il y aura deux grosses parties. Une première partie plutôt mycologie urbaine de début de saison, puis il y aura de la mycologie forestière. Donc il y aura des basidiaux, quelques ascos, une belle diversité. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme j'ai pris l'habitude de le faire, je vous ai mis mes sources de travail en fin de diaporama. Donc pour commencer, on a un petit champignon, c'est petit, ça fait 3-4 cm de haut, et ça pousse dans le BRF d'un parterre urbain. Donc il est tout blanc au départ, hein, on voit les jeunes ici, et il devient progressivement gris à maturité. Le chapeau, il est conique et il le reste. On peut d'ailleurs voir qu'il a du voile blanc qui est vite parti. Voilà, les adultes semblent presque glabres, il y a quelques restes de voile sur le spécimen en haut là. On voit aussi que les lames sont d'abord blanches et puis elles se colorent par la maturation des spores qui sont noirs. Donc là on a une autre vue avec un peu plus d'exemplaires matures. On voit mieux que la zone sommitale du chapeau reste pâle. Alors la première fois que j'ai récolté cette espèce, j'avais que des exemplaires âgés. Et j'ai pris cette espèce pour une Psatyrelle, car les basidiomes sont très peu déliquescents, ils se tiennent vraiment très très bien dans le temps. Là, on a un zoom sur les lames, on voit bien le contraste entre les faces qui sont fertiles, avec tous ces petits points qui sont les spores matures noires, et l'arête de la lame qui reste blanche, ici, car elle est composée de cellules stériles, on les voit au micro, à droite, ventrues avec un long cou. Il n'y a pas de spores produites sur l'arête. Donc là, on voit les spores au micro. À chaque fois, on voit l'apicule, par exemple, ici. C'est là où était accrochée la spore à sa baside. Et de l'autre côté de la spore, on a un pore germinatif qui est un trou. Voilà. C'est par là où la spore germe. Les spores sont ici elliptiques assez allongées et elles sont plutôt grandes pour le genre, jusque 16 micromètres à peu près. Alors il y a plein de petits coprins blancs qui deviennent gris. Là on pourrait le déterminer macro chez les connaisseurs, mais plus généralement ce qui permet de se diriger chez les coprins, c'est la structure du voile. Donc là j'ai pris un tout jeune exemplaire pour essayer de vous montrer l'aspect pelucheux du voile qui est assez évanescent. Et en regard, je vous ai mis une vue micro de ce voile qui est constitué d'ifs cylindriques. On les voit bien là. Donc ces ifs, elles sont bouclées. On voit les boucles aux cloisons. On peut en voir une ici, une là aussi. Donc ces ifs sont assez grandes, jusque 60 micromètres de long, et elles sont lisses. Donc c'est un champignon qui a été décrit du Portugal, poussant sur débris d'eucalyptus. Mais maintenant, on le retrouve dans le bois fragmenté, là. Comme dans le parterre parisien. Donc il s'agit d'un petit coprin qui s'appelle Coprinopsis lotinée. Il pousse assez régulièrement en milieu urbain, on le voit quelquefois le lundi à la SMF. Donc je l'ai déjà rencontré en fin de printemps, été, automne aussi je crois, peut-être même en début d'hiver, je crois que je l'ai vu à la société en début d'hiver. D'un point de vue systématique taxonomie, au moment de sa description en 2003, c'était pas simple de le ranger dans une section, et pour cause. On sait maintenant qu'il est proche d'un groupe d'espèces qu'on avait longtemps considérées comme des Psatyrella et qui sont moléculairement des Coprinopsis. Donc ainsi, il est proche de Coprinopsis marcessibilis, qu'on a très longtemps appelé Psatyrella marcessibilis, et qui pousse également dans le BRF parisien, donc ça c'était à peu près à la même époque. Marcessibilis, c'est une espèce beaucoup plus trapue, jusqu'à une douzaine de centimètres de haut, et sur les spécimens typiques, on peut voir le voile en lambeaux triangulaires à la marge du chapeau. Là. Le spécimen central, là, il est vraiment typique. Ensuite, on est toujours dans le BRF. On a cette autre espèce qui fait bien 8 cm de haut, avec une silhouette assez typique. On a un chapeau qui est conique lisse, un pied qui est strié longitudinalement avec une base bulbeuse. On n'a aucun voile, ou même reste de voile sur le chapeau. On a des lames qui sont d'abord claires et qui deviennent progressivement caféolées. Donc on a vous avez le genre ? Ouais, un conocybe. Donc celui-ci, il a des teintes de chapeau assez claires. Si jamais on a un doute
sur le fait que ce soit un conocybé. On peut toujours vérifier la micro de l'arête des lames qui montre des cystides avec une forme très singulière. On les voit bien ici, là, ils font une palissade. Elles ont un gros ventre avec un cou très étroit et une petite tête qu'on appelle capitule. Là, on voit bien les petites têtes. On les qualifie, ces cystides, de lécitiformes. Elles bordent l'ensemble de l'arête de la lame qui est donc stérile là aussi. Donc pour la détermination des conocybés, ça se fait assez bien si on a un microscope, hein, et que si on a un microscope. Des monographies comme celle d'Osnek permettent de bien s'orienter. On voit ici les spores brun-orangés qui ont donné la couleur café au lait des lames matures. Et elles sont très grandes pour le genre, hein. Elles peuvent atteindre 16, voire 17 micromètres de long, avec là encore un pore germinatif qui est assez petit mais bien visible. Et ces spores, elles proviennent de basides qui sont toutes bisporiques, hein. On le voit bien ici. Donc pour s'orienter chez les conocybes, c'est important d'étudier la structure microscopique du pied. Pour simplifier, une bonne approximation, c'est que la moitié des conocybes possèdent le même type de cellules lécitiformes sur toute la longueur du pied, et l'autre moitié, en revanche, elle ne présente pas ces cellules lécitiformes, mais des amas de poils très longs et fins, filiformes comme ici. On dit qu'ils font partie de la section Pilocellae des conocybés, et ici, donc, on a un Pilocellae bisporique avec des grandes spores et un chapeau pâle. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Conocybé siliginea. J'ai une autre photo d'une autre récolte un peu plus ancienne. On voit les mêmes teintes sur le chapeau, hein. C'est une espèce qui est toujours assez pâle, mais sans teinte jaune. C'est une espèce saprophyte qui aime bien manger le bois fragmenté, mais on le rencontre aussi en bord de chemin forestier. Voilà, ou dans l'herbe. C'est difficile de le distinguer de Conocybé rickeni, qui a la même microscopie, mais qui est coprofile et qui a des teintes un peu plus olivâtres. Et d'ailleurs, je ne sais pas si la biologie moléculaire garde deux espèces, hein. Donc ici, on a un bolet qui poussait dans un jardin arboré, donc un milieu assez ouvert, avec pas loin des bouleaux et des cèdres. Donc ce bolet, on dit qu'il a une silhouette xérocomoïde, c'est-à-dire une silhouette assez grêle. Le diamètre du chapeau, ici, c'est environ 5 cm de diamètre. Le chapeau, il est feutré, il est brun chamois, de plus en plus pâle en allant vers la marge. Et le pied, on voit qu'il est bariolé de rouge sur toute la longueur. Donc on voit ici que les pores deviennent bleu-vert au toucher, hein, on le voit bien sur le spécimen de gauche et puis un peu sur le spécimen de droite, là. Alors souvent chez les Xerocomus, pour aller plus loin, il faut regarder la couleur du mycélium et faire une coupe pour évaluer la couleur et le bleuissement de la chair. Et ici, on a des indices précieux. Donc je vous zoome un peu là pour mieux voir. On a un bleuissement effectif dans le chapeau, au-dessus des pores, et qui a un bleuissement là, par exemple là, ici. Donc un bleuissement juste au-dessus des tubes. Et on a aussi une chair pâle, jaunâtre. Et remarquablement, sous la cuticule, la chair, elle est rose. Vous le voyez bien ici, là. Donc ça fait un peu comme un drapeau bleu-blanc-rouge. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Un peu le Xerocomus français. Et donc ça signe cette espèce, Orthiboletus bubalinus. Donc plusieurs choses pour cette espèce. Je l'ai déjà trouvé une demi-douzaine de fois, mais c'est la première fois que je le trouve ailleurs que sous tilleul. Là, il poussait sous bouleau. Je l'ai beaucoup plus rencontré sous tilleul. C'est un des bolets qu'on rencontre le plus régulièrement en ville, dans ce type de milieu ouvert. Donc Orthiboletus, hein, ça veut dire bolet des jardins, donc milieu ouvert, ça lui va bien. Bubalinus, ça fait référence à la couleur chamois du chapeau, donc ça lui va très bien. Donc à noter qu'il peut bleuir de manière un petit peu plus soutenue qu'ici, hein. Des fois il devient un peu plus bleu foncé, même un peu dans le haut du pied. Donc ce genre Orthiboletus, il provient de l'éclatement du genre Xerocomus avec la biologie moléculaire. Dans le même genre, on connaît par exemple Orthiboletus rubellus, qui a un chapeau rouge, ou alors Orthiboletus engeli, qui est souvent ramené ici à la SMF, qu'on trouve aussi en ville dans les parcs.
Et en fait, comme Rubellus et Engeli, ils ont tous les deux les fameux petits points orange dans la base du pied. Moi, je croyais à tort que tous les Hortiboletus avaient ces points orange dans la base du pied. Et ben, en fait, c'est pas vraiment le cas. De mes 5 observations comme ici, ben, j'ai jamais remarqué les petits points orange, et c'est conforme à la description originale. D'ailleurs, le mycologue autrichien Klofak, qui vient de publier une clé mondiale du genre Hortiboletus, il précise que Bubalinus n'a quasi jamais de points orangés à la base du pied, comme la très grande majorité de la vingtaine d'espèces de Hortiboletus au niveau mondial. Donc, les petits points orange, ce n'est pas du tout une condition nécessaire et suffisante pour le genre Hortiboletus. Voilà. Alors, ici, vous avez une espèce qui est facile à déterminer, mais qui n'est pas fréquente. Personnellement, c'est ma première observation. Donc là encore, la récolte a été faite dans un milieu ouvert, un parc arboré. Ici, le champignon, il a été déplacé pour la photo parce qu'il poussait un peu caché à l'ombre d'une anfractuosité dans la partie basse d'un tronc d'érable, il me semble. Ouais, d'un tronc d'érable. Le chapeau, il présente un revêtement avec de fines mèches denses qui lui confère un aspect soyeux très caractéristique, qui lui a donné d'ailleurs son nom en français. Donc le pied, il est muni d'une volve là, très ample, maculée de mouchetures brunes. Si on regarde la coupe radiale suivante, on voit que les lames, elles sont libres. Là, on le voit très bien ici. Là, le spécimen, il est jeune, mais les lames, elles vont pas tarder à rosir. Je pense que vous avez reconnu le genre. Ouais, Volvariella, ouais, c'est ça. Et on a du coup Volvariella bombicina, voilà, la volvère soyeuse qui est un très joli champignon. Ouais. Donc on peut noter que la volve, elle est colorée qu'à l'extérieur, hein. Elle est brune à l'extérieur, mais elle reste blanche à l'intérieur. Et donc bombicina, c'est une espèce qui semble bien apprécier les érables. Les fichiers de récolte donnent souvent cet arbre comme support hein, pour bombicina. Donc il faut noter qu'il y a eu une révision du genre Volvariella par les Italiens Consiglio et Setti l'année dernière. Et ces auteurs italiens, ils montrent que bombicina elle fait partie génétiquement d'une lignée basale au sein des Volvariella. Ça veut dire tout simplement qu'elle serait un peu plus ancienne et moins évoluée que les autres espèces du genre. Donc si on devait imaginer une volvière primitive, elle ressemblerait plus à bombicina qu'aux autres du coup. D'ailleurs, le revêtement du chapeau, là, le revêtement piléique, il est constitué ici chez bombicina de fibrils non apprimés, ce qui la démarque en macro de tout le reste du genre. Donc ici, on continue avec ce joli lot que j'ai trouvé sur un tronc de peuplier couché au bord de la citadelle de Lille. Alors, c'est une espèce qu'on rencontre de plus en plus souvent. Hein. On le trouve aussi du côté du bois de Vincennes. Hein. Il me semble qu'on l'avait vu en janvier. Vous avez reconnu la silhouette typique d'un coprin. Celui-ci, il a énormément de voiles, hein, ce qui le rend très photogénique, je trouve. Voici une autre photo avec des exemplaires un peu plus âgés. On voit qu'il est bien déliquescent à maturité. C'est une espèce qui pousse sur bois, souvent de peuplier, mais on le rencontre aussi sur des débris d'autres feuillus. Est-ce que vous l'avez reconnu là? Oui, c'est ça, exactement. C'est Coprinopsis strauss-mayeri. Donc on voit souvent des confusions quelquefois avec des espèces comme Atramantaria, le coprin noir d'encre. Alors moi je trouve qu'ils sont quand même assez différents. Bon, je vais relister un peu les différences. Hein. Donc chez Atramantaria, déjà à la base du pied, Atramantaria il possède un bourrelet à la base du pied que n'a pas strauss-mayeri. Strauss-mayeri il a un voile sur le chapeau beaucoup plus développé. Et il a aussi des rhizoïdes. Donc là, on ne voit pas bien sur la photo, mais si on déterre bien la base du pied, on voit des petites rhizoïdes, donc des petites radicelles rouges qui partent du pied. Et Atramantaria, pas du tout ça. Donc en plus, si on veut enfoncer le clou, ils ne font pas du tout partie de la même section des Coprinopsis, parce que microscopiquement, ils n'ont pas la même structure de voile. Les ifs du voile de strauss-mayeri, comme on le voit ici, ils ont des ifs diverticulés dans la cuticule. Donc on voit les diverticules ici, par exemple, là, il y en a un autre là. Alors que le revêtement, le voile d'Atramantaria possède des ifs lisses, un peu comme le Lotinae de tout à l'heure.
Donc on peut voir ici sur l'image de gauche que le voile il reste bien adhérent au chapeau même dans la vieillesse. Voilà, on voit que les spécimens en fin de vie, là, ils ont bien gardé leur voile. Alors, encore une fois, des études moléculaires récentes ont montré que en fait, Strauss majoris, c'est une espèce collective et il faudra trouver des petites différences morphologiques pour débrouiller le complexe. Voilà, c'est un peu la même rengaine tout le temps. Voilà. Il y a 2 ou 3 ITS, je ne sais plus, sur Strauss majoris. Donc là, on continue la mycologie urbaine en allant se promener dans un parc pendant les fortes chaleurs de l'été. Et on est content d'aller se mettre à l'ombre sous les peupliers. Ici, ce sont des vieux Populus alba, des peupliers blancs. Et on trouve des bolets. Alors, les chapeaux, ils sont tout craquelés à cause des fortes températures, mais bon, on est quand même content d'avoir une belle pousse pendant les fortes chaleurs. Avec les petites mèches sombres sur le pied, vous avez reconnu le genre, j'imagine ? Oui, c'est ça, un lexinum, donc le groupe des bolets rudes. Donc le grand ici, au centre, il fait bien 15 cm de haut. Le chapeau, il n'a aucune teinte orangée, on est plutôt sur du brun-gris. Le pied, il est fusoïde et un peu radicant. Il faut prendre soin de déraciner gentiment les fructifications, c'est enfoncé dans le sol ici, là. Et les mèches, elles couvrent l'intégralité du pied. Elles restent blanches en haut du pied et sont de plus en plus denses et noires à mesure qu'on descend. La base du pied, elle est presque entièrement noire. Donc voici quelques détails de ce champignon. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire qu'étudier celui ici au mois d'août. Donc un détail des pores. Les jeunes, en fait, ils ont des pores presque indiscernables, alors que les spécimens matures, on arrive à distinguer les pores à l'œil nu. Et à droite, on a le pied avec les fameuses mèches. Voilà, c'est assez joli. Donc voilà, une autre photo du champignon qui montre maintenant la chair du champignon. Donc elle est blanche, mais elle commence de suite à noircir à la coupe ou à la blessure. Et ça, c'est dû à une réaction d'oxydation à l'air. J'ai mis aussi la réaction de la chair au cristal de fer qui est vert émeraude. Donc tout ça en conjonction du fait que c'est une espèce qui est inféodée au peuplier. L'identification, elle est facile, je pense que vous l'avez. Voilà. Duriusculum. Alors j'ai mis forme robustum, qui est une forme décrite par Lannoy et Estades, parce que moi, quand je l'ai trouvé, j'ai été surpris de l'allure massive des fructifications. Je me suis d'ailleurs demandé si c'était bien un Duriusculum, parce que je n'ai jamais vu des spécimens avec des pieds aussi obèses là, et aussi massifs, avec une chair très très ferme. Et en fait, ça a été décrit comme forme par Lannoy et Estades en 2001. La forme classique est moins grande et surtout avec un pied beaucoup plus fin et élancé. La forme robustum semble strictement liée au peuplier blanc comme ici. Et elle est beaucoup moins commune que le type qu'on voit assez souvent sous tremble. Moi je le vois plus sous tremble. Alors là, on est encore sur les débris de bois et on a un petit discomycète beige grisâtre qui fait environ 2 à 3 mm de diamètre. Alors il ressemble à un Scutellinia pâle ou à un Trichophea avec des longs poils brun-noir sur la marge. On le voit bien là. Alors on sait que pour déterminer correctement les petits discomycètes, le recours au microscope il est quasi obligatoire. Donc on récolte, on fait sporuler toute la nuit tranquillement et puis on monte un échantillon de sporée dans l'eau. Et tout de suite, la sporée elle nous apprend plein de choses. Parce que les spores ici, elles sont ovales elliptiques et assez grandes. Elles font jusque 20-21 micromètres de long. Et elles sont parfaitement lisses. Donc ça, de suite, ça exclut les Scutellinia qui ont des spores verruqueuses. Et elles ne contiennent aucune grosse gutule à maturité. Là, on a une sporée, donc des spores matures. Et donc ça exclut aussi les Trichophea qui montrent toujours 1 ou 2 grosses gutules en coupe optique. Donc il faut aller chercher ailleurs, faire un peu plus de recherche. C'est intéressant de revenir voir d'un peu plus près les poils des apothécies. On voit déjà sous la loupe que les poils de la marge ici sont bien plus grands que les poils de la face externe, ce qu'on appelle l'exipulum. Et en regardant bien, on voit que ces poils, ils ont carrément 2 types de morphologie bien différentes. Les poils de la marge sont longs avec une base simple, comme ici, et puis les poils de l'exipulum, eux, ils sont très courts, avec une base un peu épaissie. On voit que ça fait un peu comme des virgules. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
Donc ça se voit encore mieux au microscope, hein. Là j'ai fait une coupe pour montrer la marge et l'exipulum. Voilà, donc les poils de la marge, on les voit en haut ici, hein, on dirait vraiment des poils de Scutellinia, hein, avec une base simple. Et en bas, vous avez des poils de l'exipulum qui sont courts avec une base arrondie bulbeuse. Hein, vous voyez que ça démarre comme d'un petit cercle. Donc ces petits poils de l'exipulum, ils sont typiques de l'espèce. Là, j'ai mis un agrandissement là, pour bien voir la base bulbeuse du poil. Et donc, ces petits poils, ils sont typiques de cette espèce qui s'appelle l'Asiobolidium boudieri. Donc, on l'appelait encore il n'y a pas longtemps Paratrichophea boudieri. Le nouveau nom, il date d'il y a 2-3 ans, je crois. Alors, c'est une espèce qui est rare si on regarde les inventaires, mais peut-être que si elle aime le bois fragmenté, on la verra plus souvent. Il me semble que François l'avait récolté aussi de Charente, je crois. À noter que j'ai parlé de Scutellinia tout à l'heure. Il n'existe qu'une seule Scutellinia non orangée qui a été décrite, Scutellinia nivea. Mais en fait, maintenant, les mycologues ils sont de plus en plus d'accord et convaincus qu'il ne pourrait s'agir que d'un Lasiobolidium. Et voici un autre champignon de Paris hein, qui poussait greffé sur les copeaux de bois. Donc c'est petit, hein, ça fait environ 2 à 3 cm de haut. Et c'est avec des couleurs dans les brins à cannelle. Alors sur place, moi j'ai d'abord pensé à un tubaria hein, avec les lames légèrement décurrentes et le voile sur le chapeau. Là. On voit bien à la marge du tout jeune spécimen central là, qui a un voile marginal. Et si j'avais fait une sporée, j'aurais tout de suite écarté l'hypothèse d'un tubaria parce que elle aurait été trop foncée pour un tubaria. Donc j'ai fait une autre récolte sous la pluie et on voit le chapeau strié par transparence, par temps humide. Donc c'est un chapeau qui n'est pas du tout visqueux, hein, même par temps humide. Sur l'exemplaire en haut à droite, on voit que l'arête des lames, elle est comme givrée. Et elle est d'une autre couleur que les faces des lames. On pressent qu'on va trouver des cystides, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil au microscope. Donc, juste avant, il y a un gros plan pour mieux voir la cuticule sèche, le voile impendiculé à la marge, là, tout le long, et les lames décurrentes. Donc d'abord, on regarde les spores et on voit tout de suite qu'elles ont une paroi bien épaisse, hein, bien noire dans le rouge Congo. Et on voit que leur forme, elle est plutôt ovoïde, donc presque mitriforme, avec un pore germinatif bien évident. Hein. Là, on voit bien les pores germinatifs. Et donc ça, ce sont des spores caractéristiques de Deconica. Donc c'est un genre où on a rangé tous les psilocibles non actifs, non psychotropes. Je pensais à tort que tous les Deconica avaient une pellicule gélatineuse séparable sur le chapeau, mais en fait, il y a quelques espèces de Deconica, comme celle-ci, qui n'ont pas ce caractère. Donc ici, on a l'espèce qui a les spores les plus petites du genre, en tout cas au niveau européen. C'est des spores qui font en moyenne 6-5 micromètres de long sur 3, 5, 4, je crois. Et puis ensuite, on regarde les fameuses cystides qu'on avait pressenties sur l'arête des lames. Et on voit qu'elles sont typiquement lagéniformes avec un gros ventre. Les autres Deconica, c'est pas aussi ventru, hein, leur cystide. Donc ça forme une arête, une belle palissade stérile, entièrement stérile. Donc tous ces caractères, les toutes petites spores, les cystides ventrues, la cuticule non visqueuse et l'absence de pellicule séparable, ça mène à une espèce qu'on appelle Deconica xeroderma. C'est une espèce qui a été décrite du Jura français, mais par un mycologue néerlandais, M. Huysmans. Et Huysmans, il l'a bien nommé parce que xeroderma, ça veut dire peau sèche hein, en étymologie, ce qui vient appuyer le caractère qu'on a vu, hein, le caractère non visqueux de la cuticule, qui n'est pas fréquent chez les Deconica. Huysmans, il dit qu'il est assez fréquent dans le Jura, où on le retrouve de la plaine aux alpages, mais en Île-de-France, il est beaucoup moins fréquent hein, dans les inventaires et dans les recensements, on n'en voit pas souvent. Et c'est possiblement une espèce qui est aussi mal connue ou mal déterminée. Donc là, on arrive à mi-septembre et la saison elle se lance doucement.
Il n'y a pas encore beaucoup de mycorhiziens. Là, je vais vous présenter une petite série de champignons récoltés dans la chaînée charmée d'Armainvilliers, une chaînée charmée argilo-calcaire. Et ici, on a une espèce que je trouve très jolie. Je pense que vous avez tous reconnu le genre, vous avez voilà, un antholome bleu, avec la couleur du pied qui tranche bien avec les lames pâles. Là, les spécimens sont encore un peu jeunes, donc c'est pas encore bien rose. Donc il poussait parmi les débris dans une litière de feuillus, donc il y avait du chêne et du charme à proximité. Vous voyez que seul le pied est bleu, le chapeau lui il est plutôt dans les tons gris, un peu gris brunâtre. Donc chez les antholomes bleus, avec cette silhouette, il y en a dans 2 sous-genres, il y en a chez les Leptonia et chez les Cyanula. Donc pour mieux comprendre, je vais zoomer un peu sur les chapeaux. Donc les Leptonia, ils ont un revêtement qui est plutôt méchuleux, et on retrouve des boucles dans les ifs du revêtement, alors que les Cyanula, ils ont un revêtement fibrileux à squamuleux, donc bien souvent plus lisse au toucher, et ils n'ont pas de boucles dans les ifs du revêtement. Donc ici, même si les champignons ils ont pris la pluie, on voit qu'on a un revêtement qui est quand même bien méchuleux, on le voit bien ici. Donc on a bien des... Donc j'ai vérifié aussi au micro qu'on a bien des boucles, et donc on a une leptonie ici. Donc on est dans le groupe d'Antholoma lampropus. J'ai éliminé Antholoma talangiorum qui avait été présenté en mars du Cantal, car le pied il est juste fibrileux ici, on n'a pas de mèche retroussée sur le pied. Il nous reste à choisir entre Antholoma placidum et Antholoma lampropus. Donc ce sont 2 espèces qui sont vraiment des sosies aussi bien macroscopiquement que microscopiquement. Il y a juste l'habitat et l'odeur qui diffèrent. Antholoma lampropus, lui, il pousse généralement au sol ou sur des bris de conifères et il n'a pas d'odeur. Tandis qu'Antholoma placidum, il pousse généralement sur des bris de feuillus et il sent la farine. Donc là, moi, j'étais parmi les débris de feuillus, mais je n'ai pas senti la farine. Donc c'était difficile pour moi de trancher. Les antholomes européens, ils ont été révisés par une équipe de spécialistes récemment qui ont typifié l'ensemble des taxons connus et ils ont séquencé tous les types. C'est-à-dire que chez les antholomas, qui est un genre difficile pour la détermination, vous savez, on peut s'en remettre au séquençage dans la très grande majorité des cas pour obtenir une détermination fiable. Et donc ici, j'ai fait séquencer ma récolte et j'ai 100% de correspondance avec le type d'Antholoma placidum. Donc possiblement l'odeur de farine était difficile à détecter parce que j'avais des spécimens bien rincés. C'était une espèce qui n'est pas fréquente, en tout cas en Île-de-France. Donc voilà, une donnée solide supplémentaire pour cette espèce pour la région. Donc donc là, on a une autre récolte. Bon, je m'excuse un peu pour la qualité de la photo, qui n'est pas belle du tout, mais bon, c'était en fin d'après-midi, il pleuvait. J'avais plus beaucoup de lumière, et c'était plus une photo pour documenter la récolte, parce que je n'avais pas mis de nom sur le terrain. Donc là, les spécimens, ils ont été déplacés pour avoir un peu plus de lumière, mais ils poussaient sur une branche de feuillus en décomposition au sol, dans une zone assez humide. Donc je lui ai tout de suite trouvé un air de cymocybes avec cette silhouette et ce pied qui est entièrement pruineux floconneux. Mais les cymocybes que je rencontre d'habitude, ils ont plus des teintes olivâtres sur le chapeau. Donc c'est la fin de la journée, il est temps de rentrer. Je me dis qu'avec un tel pied remarquable, il y a de grandes chances que la micro soit assez parlante pour tenter une détermination, même si les spécimens ne sont pas bien beaux. Donc là, on voit un peu mieux le revêtement du pied, le pied pruneux floconneux. Et puis, je vous ai mis aussi une petite coupe là, pour montrer que les lames sont bien adnées. Alors, je vous présente cette espèce parce qu'elle est vraiment peu fréquente en Île-de-France. Elle est plus répandue dans les montagnes, vous le voyez sur la carte. Je sais que René, il l'a sûrement déjà reconnu peut-être. Il l'a déjà trouvé plusieurs fois dans le Cantal. On voit les récoltes des journées mycologiques de Haute-Auvergne ici. Là. Donc de retour à la maison, on fait la micro et on voit que la pruine du pied, c'est la traduction macroscopique de la présence de nombreuses cystides qui sont assez allongées et souvent subcapitées. Donc ça fait presque comme une petite tête ici. Il y a également de nombreuses cystides sur l'arête et les faces des lames qui sont ventrues.
utriforme, avec une petite tête également. Donc ici, on a un agrocibé, celui avec les spores les plus petites du genre, environ 6-7 micromètres de long, et il s'appelle Agrocibé firma, la micro est typique. Donc on l'appelle en français Agrocibe velouté, pour traduire l'aspect du revêtement du chapeau, hein, normalement, mais bon là la fructification elle est rincée, ça se voit pas du tout, hein, c'est jamais simple de faire de la détermination sous la pluie. Donc quelques petites anecdotes. Robert Kuhner, il avait noté une différence de morphologie entre les spécimens montagnards assez charnus et les spécimens systématiquement assez grêles rencontrés en Île-de-France. Donc il avait proposé une variété attenuata qui pourrait convenir ici. Et au-delà de ça, la proximité de cette espèce avec les cimocibés, elle est bien à propos parce que Kuhner et Romagnesi avaient déjà bien noté des ressemblances macroscopiques frappantes avec certains cimocibes. Le fait que ça pousse sur bois et que le pied soit très pruneux, floconneux, la couleur de la sporée, etc. Donc c'est une espèce qui leur a créé beaucoup de nœuds au cerveau d'un point de vue taxinomique, hein, parce qu'il l'a considéré comme un pont entre les agrocibés et les cimocibés. Donc Kuhner et Romagnesi notent des récoltes du bois de Vincennes, de la forêt de Retz, des Yvelines, je crois aussi. Il semble bien implanté en Île-de-France, mais il reste rare. Donc là, on bascule dans le tout petit, encore une fois. Vous pouvez vous faire une idée de l'échelle avec la feuille de chêne, là. Donc des tout petits champignons qui viennent directement greffer sur cette feuille de chêne. Donc on voit des chapeaux qui sont un peu grisâtres. Vous pouvez voir qu'à la base du pied, il y a un tout petit disque basal. Donc sous la loupe, on voit un peu mieux le champignon. On a donc un champignon qui est bien gris avec un chapeau lisse. On voit ici un tout jeune primordium. Hein. Et là, je vous ai fait un zoom sur le disque blanc basal qui est cilié. On dit qu'il est cilié ici. Ça fait comme plein de petits poils qui partent de manière radiale vers l'extérieur. Donc des petits mycènes avec un disque basal, il y en a plus d'une dizaine en Europe, et ce n'est pas toujours simple de les différencier. Donc ici, on a Mycena mucor, qui vient typiquement sur feuilles de chêne tombées à terre. Donc pour séparer Mycena mucor du reste des espèces voisines, il faut regarder la structure du disque basal, la forme des spores, les cellules sur l'arête des lames. Hein, donc ici, il y a des cystides hein, qui sont présentes sur les arêtes des lames avec des courtes excroissances, des excroissances qui sont assez fines. Là. Elles peuvent être des fois un peu longues. Donc Mycena mucor, vu sa taille minuscule, elle est souvent absente des inventaires. Mais pour autant, c'est une espèce qui est assez répandue selon la littérature. Il faut chercher dans les zones où il y a du chêne. Donc ici, on a un autre champignon qui pousse sur branchettes de feuillus au sol. On voit tout de suite l'aspect pleurotoïde des fructifications. Hein. On a une forme d'éventail déplié, où moi j'aime bien dire qu'il a une forme de cardioïde. Hein. Ici, ça se voit bien. On n'a aucun pied ou même ébauche de pied. Hein. Donc c'est petit, ça fait environ 2-3 cm de diamètre max. Et on est dans les tons gris à gris-brun hein, pour le revêtement du chapeau. Et les lames elles sont plutôt blanchâtres. On peut penser à un crépidote ou à un clitopyle, mais bon, les lames elles ne deviennent ni brunes ni roses à maturité. Hein. La sporée elle est blanche. On est dans le groupe des, vous avez dans les Oenbuelia ou les Resupinatus. Donc on note que par ce temps toujours humide, la cuticule elle est visiblement un peu gélatineuse. Donc avec une cuticule gélifiée comme ça, on peut déjà envisager macro un Oenbuelia plutôt qu'un Resupinatus. Donc ça se confirme au micro. Hein, voilà, vous avez une préparation d'une arête de lame où on voit d'emblée les gros cystides méthuloïdes bien larges là, à parois très épaisses et garnies de cristaux à l'apex. Donc ça c'est typique des Oenbuelia. Hein. Les Resupinatus, ils n'ont pas ça. Donc sur cette image, en fait, on peut voir les deux types de cystides que possède cette espèce sur l'arête des lames. Donc les cystides méthuloïdes qui sautent aux yeux dont on vient de parler. Mais on a aussi des gliosphex ici qui dépassent un peu du bord de l'arête et qui sont lagéniformes avec une ou deux protubérances à chaque fois au sommet. Donc les spores sont oblongues.
ici, avec un apicule un peu excentré. Elles proviennent de basides tétrasporiques. Donc cette espèce, elle n'est pas simple du tout à déterminer, hein. Elle fait partie du complexe de Hohenbuehlia atrocerulea, qui contient, il me semble, Atrocerulea, Grisea, il y a Fluxilis aussi, et j'en oublie peut-être d'autres. Les variations de taille et de couleur des espèces du complexe font que la macro, elle est très trompeuse pour la détermination. Contre-intuitivement, Atrocerulea, il peut avoir des teintes bleues, mais aussi ne pas en avoir. Donc tout ça, ça a été révisé avec la biologie moléculaire. Un bon critère discriminant, c'est de rechercher dans la cuticule les mêmes gliosphex qu'on a vus sur les lames. Donc ici, je n'en ai pas vu, ce qui oriente plutôt vers Hohenbuehlia grisea. Mais bon, prouver une absence, c'est toujours beaucoup plus incertain que de prouver une présence, hein, vous savez. Donc c'est pourquoi j'ai préféré faire séquencer ma récolte. Et j'ai ici 100% de correspondance avec le type d'Hohenbuehlia grisea, qui est une espèce qui est peu fréquente, en tout cas en Île-de-France. Donc là, on a encore une espèce qui pousse sur le bois mort, avec le chapeau greffé directement sur le substrat, hein, en forme de disque, comme ceux qui sont retournés ici, ou en forme de spatule, hein, ici. Ce qui laisse, quand on les retourne, ça laisse bien voir les lames, hein. Et ici, on est dans l'autre genre qu'on vient de citer, hein, on est chez les Résupinatus. Ici, il n'y a pas de méthuloïdes sur l'arête des lames, les faces des lames. On a une espèce qui est petite, hein, ça fait grosso modo 1 cm de diamètre maximum, et c'est une espèce qui est toujours très grégaire, hein. Elle est gris-souris, donc avec un revêtement qui est un peu feutré. Les spores, elles sont en forme de haricot ou de saucisse, là. Pour faire savant, on peut dire qu'elles sont allantoïdes. Ce qu'il faut voir, c'est que ces lames grises, elles deviennent progressivement noires peu à peu avec l'âge. Le noircissement, vous voyez bien sur le spécimen central, là, il commence dans les sinus des lames, donc dans le fond du chapeau ici, et il gagne peu à peu l'ensemble de la fructification. Donc peut-être que vous l'avez reconnu là. Voilà. Il s'agit de Résupinatus europaeus. Donc l'histoire de cette espèce, elle est un peu complexe, parce qu'au début, on l'appelait Résupinatus albonigère, ce qui traduisait bien le noircissement progressif de la fructification. Mais Consiglio et Setti, ils ont montré en 2018 que Résupinatus albonigère, c'est une espèce exclusivement américaine, et qu'il faut maintenant appeler les récoltes européennes Résupinatus europaeus. Donc c'est une espèce dont on a, semble-t-il, de plus en plus de signalements dans la région. Et j'en parle ici parce que je l'ai rencontré l'année dernière au cours de 3 sorties différentes. Donc voilà, il est peut-être de plus en plus fréquent, je sais pas. Ouais, tu penses ça aussi. Voilà. Donc là, on est encore dans une parcelle de Chêmé-Charmé, de la forêt d'Armainvilliers, mais on est dans une dépression un peu plus humide qui accueille quelques saules. On voit là derrière que le terrain il est un peu plus boueux. J'ai rencontré une troupe de ces champignons qui sont assez grêles. Ils font à peu près jusque 5 cm de haut. Donc ils ont les lames blanchâtres, hein, chez les jeunes, comme l'exemplaire retourné ici. Et les lames elles deviennent progressivement caféolées à maturité, donc comme le spécimen de gauche, hein, ici. Les lames elles sont brunies. Donc souvent, les lames elles peuvent avoir des pleurs. Donc ce sont des gouttelettes, comme on peut le voir sur le spécimen de droite ici. Bon, ça se voit pas très très bien. Le spécimen retourné, là, il semble avoir des taches sur les lames. Là, ici. Mais en fait, ce sont des pleurs qui ont séché et qui ont laissé une marque sur les lames. Donc ça va bien pour un genre que vous avez peut-être reconnu. Voilà, Ebeloma. Donc ce qui frappe tout de suite quand on se baisse pour récolter, c'est la puissante odeur que dégagent ces champignons. Donc c'est Kelly qui a décrit cette odeur comme celle du sucre brûlé et qui a donc donné le nom du groupe auquel cette espèce elle appartient, donc le groupe de Saccariolins. Donc saccar le sucre et olins qui sent. Donc aujourd'hui on reconnaît 5 espèces dans ce groupe qui possèdent cette odeur et c'est pas facile de les distinguer sans microscopie. Bon, déjà en macro, on peut quand même légitimement écarter le chef de file, hein, le Ebeloma saccariolins lui-même, car ici les fructifications elles sont systématiquement monochromes, hein, très pâles, toujours très pâles, sans marron. Il y a beaucoup plus de marron, il est souvent bicolore, hein, saccariolins.
Et ici, ça pousse dans un milieu humide sous-sol, hein, c'est pas l'habitat de Sacariolens non plus. Et on a des pleurs, Sacariolens, il n'a pas de pleurs sur les lames. Des pleurs bien visibles à l'œil nu. Donc pour ensuite aller dans ce groupe, il faut systématiquement passer par la micro. Donc on regarde une sporée pour aller regarder les caractéristiques des spores, hein, la taille, la forme, l'ornementation. Donc ici, on effectue une double préparation, hein, une dans l'eau et une dans le melzer. On voit que les spores, elles sont de forme plutôt amygdaliforme, fortement verruqueuse. Hein. Le melzer ici, il permet de mieux voir l'ornementation de la paroi. Ce sont des spores qui sont fortement dextrinoïdes, c'est-à-dire qu'elles prennent nettement une coloration rouge-brune en présence de melzer. Et on voit que la paroi de la spore, ce qu'on appelle le périspore, il a beaucoup tendance à se détacher de la spore en elle-même. Donc ça se voit ici. On a l'impression que le marron, il déborde du noir. Là. En noir, c'est le corps de la spore, et le périspore, il va un peu au-delà. Donc ça se voit bien ici aussi. Là, on peut le voir là aussi. Alors d'un point de vue taille, donc ce sont des spores qui sont ni très larges ni très longues pour le groupe. Elles ne dépassent jamais 12 micromètres de long. Et donc l'étude des spores permet de sortir une identification. Donc ce champignon, il s'appelle Ebeloma ichnostilum. C'est un champignon qui n'est pas si commun. Il est inféodé au saule. Je crois qu'il pousse aussi sous aulne, dans les endroits forestiers humides. Et il est possiblement souvent mal déterminé aussi dans les inventaires. Donc là, j'étais en train de regarder des champignons qui poussaient dans la mousse d'une souche de chêne quand je me suis rendu compte qu'il y avait des petits points blancs sous l'écorce de la souche. Donc c'est un endroit bien à l'abri qui retient bien l'humidité. Donc j'ai enlevé un pan d'écorce là pour mettre à jour les petits clous blancs là, que vous voyez à gauche, qui étaient tranquillement en train de manger la souche. Donc on a des petites têtes convexes qui ont un pied qui peut atteindre jusqu'à 1 cm. Donc il n'y a pas de lame, hein, ce sont des petits ascots qui sont entièrement blancs. Très souvent, ils poussent de manière grégaire, hein, il n'est pas rare d'en rencontrer 50 les uns à côté des autres. Donc là, j'ai fait un zoom pour mieux voir. On a la partie fertile sur le dessus, lisse et brillante, et la partie stérile en dessous, qui est lisse, donc on n'a pas de poils saillants ici. La photo ici, elle est prise à la maison sous la bino quelques heures après la récolte, et on voit que les fructifications, elles sont déjà plus vraiment blanches, hein, elles sont plutôt ivoire jaunâtre, et en fait, elles vont peu à peu noircir. Donc au niveau micro, on a de grandes spores fusiformes, absolument sans gutule, hein, voilà, des très longues spores, jusque 25 micromètres de long. Et vous pouvez voir comment elles sont rangées dans leurs asques là, à maturité avant expulsion. Elles sont préférentiellement proches de la sortie sur 2 rangs. On dit que les asques elles sont ici bisériées. Dans l'huminium, ces asques elles sont entourées de paraphis cylindriques qu'on ne peut pas manquer si on les laisse vivantes en les observant dans l'eau, parce qu'elles sont remplies d'une multitude de petites gutules réfringentes. Donc toutes ces caractéristiques peuvent faire penser à des Hyménocyphus pâles, mais ici on est dans un genre proche, avec l'hyménium typiquement fortement convexe, on est dans le genre Cudoniella, et on a Cudoniella acicularis, qui pousse typiquement sur vieux troncs de chêne à terre. À noter que, comme chez certains Hyménocyphus, l'acnum ou autres groupes délociales, Cudoniella acicularis noircit à cause de l'oxydation des gutules réfringentes présentes dans ces paraphyses. Donc ce n'est pas une espèce qui est fréquente, hein, c'est ma première observation dans la région. Donc là, on change de biotope maintenant, vu qu'on est un petit peu plus avancé dans la saison et que l'humidité est maintenant suffisante, avec les bonnes grosses pluies de début octobre, il est maintenant temps d'aller visiter les stations sur sol calcaire, comme ici à Cheptainville, où j'aime bien aller prospecter. Donc on commence par une balade dans un taillis en prébois où on trouve pas mal de petites espèces souvent intéressantes. Ici, on est sous les robiniers et les aubépines, il faut aller se baisser, c'est assez dense. Et on a une troupe de petits champignons avec un chapeau qui fait 2 cm de diamètre et qui sont assez caractéristiques. On a un champignon avec quelques résidus de voile à la marge, et il est typiquement crème dessus et jaune dessous, sous aubépine. Je ne sais pas si vous le reconnaissez là. Voilà, c'est Tubaria. Donc, Autochtona, c'est le vieux nom. Maintenant, il s'appelle Dispersa. Mais c'est le même, hein, c'est la même espèce.
C'est un classique sous aubépine, hein, sous aubépine ou plus généralement sous rosacée. Donc là, il y en avait une belle troupe, donc voilà, j'ai fait une photo pour vous le montrer. Il est facilement identifiable sur le terrain, celui-là. Donc ensuite, on passe à un joli asco qui poussait à proximité des tubarias, donc toujours sous aubépine. Donc il y avait aussi des ormes et des robiniers à proximité. Donc là, on a 3 apotécies en forme de coupe. Donc ça ressemble à des pésises, hein. Elles font jusque 3 cm de diamètre et elles sont nettement jaunes sur la partie fertile. On voit aussi qu'il y a un fin duvet de petits poils sur la partie externe stérile. Donc déjà, c'est intéressant de noter quand on prélève les spécimens que voilà, il y a à la base des apotécies, il y a toujours un petit stipe. Donc on dit que les fructifications sont nettement stipitées. On peut déjà avoir une idée sur le terrain, mais des fois c'est un peu trompeur. Donc moi, avec les pédisales, je préfère toujours être prudent et vérifier un peu de micro. Et c'est toujours bien de commencer par un test de réaction des asques au melzer. Et ici, il n'y a pas de réaction bleue, hein. On n'a pas les asques ne sont pas amyloïdes. Donc on n'est pas dans le groupe des Pésisacées, mais on est dans la famille d'à côté, chez les Pyronématacées. Et on voit dans l'eau que les spores elles sont elliptiques avec 2 grosses gutules, hein. On les voit dans les spores prises en bas. Et dans le bleu coton, on voit mieux l'ornementation de la paroi qui est verruqueuse, avec des verrues qui sont liées entre elles par des crêtes qui forment un réseau qui est presque complet. Donc les tonalités jaunes, le petit stipe et les spores ornementés, ça mène vers le genre Sauer-Biela, et les spores de taille moyenne, donc ça fait 15-16 cm de long, avec cette ornementation, ça mène vers Sauer-Biela radiculata. Donc c'est une espèce qui est occasionnelle, c'est sûrement l'espèce la plus fréquente du genre en Île-de-France. Donc une petite anecdote, on ne connaît pas encore précisément le mode de nutrition de ces espèces du genre Sauer-Biela, mais il y a des études qui sont menées par le chercheur Tedersou et son équipe, et ils ont montré qu'au moins quelques-uns des Sauer-Biela pourraient être ectomycorhiziens, donc comme les géoporas, comme les otidés. Voilà, donc plus de recherches sont en cours là pour mettre ça en évidence. Donc ici, on a encore une espèce assez élancée qui fait bien 5 cm de haut. Ça poussait dans un taillis calcaire, hein, sous robinier. On a des lames libres blanches, un voile partiel sous forme d'anneau, qu'on voit bien ici. On n'a pas de voile général. On a donc ici une petite lépiote, hein, 5 cm de haut. La marge du chapeau, elle n'est pas striée. On a un anneau qui est simple, hein, on peut le détailler un peu plus. Donc, un anneau simple qui est membraneux, bien formé. On voit qu'il remonte, hein, on dit qu'il est ascendant, et ça c'est assez typique pour un genre qui s'appelle Leucoagaricus. Donc chez les petites lépiotes, on rappelle, c'est vraiment l'analyse du revêtement du chapeau qui est important à la fois macroscopiquement et microscopiquement. Donc c'est pour ça je vous ai mis un zoom sur la cuticule là. Si on regarde de plus près le chapeau, on voit qu'il a un mamelon lisse et sec, ici. Si on passe le doigt dessus, c'est pas du tout visqueux. Ce mamelon, il est un peu violet. Et quand on va vers la marge, on voit des fibrilles radiales. C'est à peine squamuleux, de la même couleur, hein, un peu violet sur fond blanc. Si on regarde la surface du chapeau au micro, à gauche ici, on voit des poils non bouclés qui sont articulés, hein, en plusieurs cellules. Et ces poils ils sont dressés sur la surface du chapeau, avec un dernier élément ici qui est toujours bien plus long que les autres. Donc ici sur la photo, le dernier élément du poil, il fait environ 110 micromètres de long, mais ça peut aller jusqu'à 150 micromètres facile. On est dans la sous-section des trichodermies. Donc on peut analyser un peu la morphologie des spores. Elles sont en amande, quelquefois un peu amygdaliformes comme celle-là. Elles sont un peu étirées, elles sont sans pore germinatif. L'arête des lames, elle est complètement stérile, avec une belle palissade de cystides lagéniformes là, qu'on voit bien là. Donc chez les leucoagariques, il y a 2 réactions à regarder. Il y a la réaction de la chair au grattage et il y a la réaction de la cuticule à l'ammoniac.
Donc ici, le grattage, il ne donne rien, il n'y a pas de réaction, on n'a pas de rougissement. En revanche, quand on applique de l'ammoniac sur le chapeau, on a une réaction qui est verte assez vive, hein, qu'on voit là. Et donc ça, avec la macro, la micro présentée, ça va très bien pour Leucoagaricus mariagei, variété Amovirescens. Ouais, le problème, c'est que toutes les mariagei réagissent à l'ammoniac. C'est ce que j'avais dit à Marcel depuis très longtemps. Donc je vais raconter un peu. Donc dans la description originale de mariagei par Reed, il n'est pas fait mention de réaction à l'ammoniac, il n'y a pas de réaction. Mais possiblement parce que Reed, il n'a pas testé cette réaction chimique en fait. Et chez nous, en France, on a toujours eu énormément de récoltes documentées de mariagei avec une réaction à l'ammoniac verte. Et c'est pour ça, ce que tu disais, René, Marcel Bon, il a proposé la variété Amovirescens, en se demandant si toutes les mariagei ne réagissent pas finalement en vert à l'ammoniac. Et donc l'italien Migliosi, le mycologue italien Migliosi, qui a beaucoup travaillé sur les petites lépiotes lui aussi, il a documenté plusieurs récoltes de mariagei qui sont inertes à l'ammoniac, et donc conformes de facto à la description originale de Reed. Donc Migliosi, il a proposé de faire 2 espèces, donc Leucoagaricus mariagei qui ne réagit pas à l'ammoniac, et Leucoagaricus amovirescens qui réagit en vert à l'ammoniac. Donc maintenant, depuis 2021, il faut nommer notre récolte, là, Leucoagaricus amovirescens. Voilà, c'est pour ça. Donc Leucoagaricus amovirescens, c'est une petite lépiote qui n'est pas fréquente, hein, c'est ma première observation. Ah, elle est peut-être de moins en moins fréquente. Ouais. C'est une espèce rare maintenant, mais avant on les trouvait par centaines en région parisienne. Donc j'ai noté qu'il y a Leucoagaricus ionidicolor qui peut un peu ressembler parce que les réactions sont les mêmes, hein, il ne rougit pas au grattage et il verdit à l'ammoniac, mais il est quand même plus charnu et il est souvent plus vivement coloré, et puis les spores ça n'a rien à voir, hein, les spores sont elliptiques, beaucoup plus elliptiques. Donc là, on est juste avant l'expo du Parc Floral, à la mi-octobre, et je sais que c'est le moment de pousse d'un champignon que je veux voir sur le terrain depuis longtemps. Et je sais que René Challenge, il a de belles stations de ce champignon dans le sud de l'Île-de-France, et je sais qu'il va aller sûrement visiter ces stations pour l'expo. Donc je lui demande si je peux l'accompagner, et nous voici à 3 avec Marie-Paul Vigneron, René et moi, dans le sud de la Seine-et-Marne pour prospecter. Donc le terrain, là, il est sablonneux, on trouve en mélange du pin, du chêne et du bouleau. Et donc, arrivé sur la station, je suis content, parce qu'on déniche une quinzaine d'exemplaires du champignon recherché que voici. Donc, vous avez reconnu, j'imagine, un lactaire, là, avec cette silhouette robuste, là, le chapeau déprimé, et puis le lait qui sort des lames blessées, hein, sur le spécimen en bas à droite, là. Donc, c'est un lactaire qui atteint une belle taille, hein. Les plus grands chapeaux là, atteignent 15 cm de diamètre, et la chair elle est particulièrement épaisse et ferme, hein. C'est une grosse espèce. Donc c'est une espèce qui est associée au bouleau et qui a la particularité d'être barbue, surtout vers la marge du chapeau, hein. On voit ici, là ça se voit bien aussi sur les jeunes spécimens là et là. Donc le revêtement du chapeau il peut être un peu ébouriffé aussi, on voit bien là. Donc des lactaires barbus qui poussent sous bouleau, il y en a un paquet, hein. Les plus communs, c'est sûrement Lactarius pubescens et Lactarius torminosus, qui d'ailleurs poussent en mélange avec ce lactaire-là sur la même station. Donc, mais c'est pas eux, hein, ils sont nettement moins massifs, et puis ils n'ont pas du tout les mêmes couleurs, et même le lait, la couleur du lait, c'est pas la même, hein. Pubescens et torminosus, ils ont un lait blanc immuable, alors qu'ici, le lait, il devient rapidement jaune assez vif, hein. Donc sur cette photo d'un jeune exemplaire, on voit mieux le principal caractère de ce lactaire, hein. Ce sont les poils hyper développés, à la fois sur la marge du chapeau ici, et sur la partie basse du pied là. Donc ces poils, ils font un bon demi-centimètre, hein, et ils sont secs. Il n'y a aucune viscosité, et ils ne sont pas du tout glutineux au toucher. Donc ça, c'est typique de cette belle espèce qui s'appelle Lactarius citriolens. Donc vous l'avez peut-être vu du coup au Parc Floral quand on l'a ramené. Donc merci René de m'avoir fait visiter tes stations. Les spécimens jeunes là sont assez typiques. Ceux plus âgés où les poils ne sont plus aussi distincts, ils peuvent être confondus avec des lactaires proches, hein, comme Lactarius aquisenatus.
C'est toujours important d'avoir des exemplaires jeunes et frais, hein, ça aide énormément pour la détermination. Et citriolin, ça signifie qu'il sent le citron. Moi, personnellement, j'ai pas senti d'odeur d'agrumes particulière sur cette récolte. Ça sent. Et voilà, peut-être après, quand ça s'est un peu reposé, ça peut peut-être sentir un peu plus. Mais sur le terrain, j'ai rien senti. Donc, je voulais parler un peu plus du lait des lactaires. J'avais entendu Marc-André Sellos parler du fait que le lait des lactaires est souvent composé de grosses molécules comme des terpènes et des tanins. Donc ce sont des molécules qui sont toxiques pour les agresseurs. Donc c'est pourquoi souvent le lait des lactaires il pique fort et ici ça ne manque pas, hein. Le lait il est vraiment âcre, hein, c'est vraiment désagréable. Et ces grosses molécules ont aussi souvent des réactions chimiques qui sont assez spectaculaires. Donc voici par exemple ce qu'on a avec Lactarius citriolins. Vous avez en bas, là, on voit le lait qui est jaune à la cassure des lames en bas. Et si on lui adjoint de la potasse, on voit que le lait il prend tout de suite une couleur orangé vif ici. Et c'est encore plus spectaculaire si on met le lait en présence de TL4. Le lait il devient bleu foncé. Donc et puis là, à droite, c'est pour remontrer le caractère typique, là, le pied bien barbu. Hein. Les autres lactaires, ils ont pas ce pied barbu. Donc si on a de vieux exemplaires, on peut encore faire la différence entre Citriolins et Acusanatus au niveau des spores, qui sont un peu plus larges chez Citriolins. Là, je vous ai mis aussi à droite une image des spores dans le Melzer, pour bien voir l'ornementation amyloïde en réseau A complet des spores de Citriolins. Donc voilà une belle espèce, qui est d'ailleurs pas fréquente en Île-de-France, hein, donc Lactarius citriolins. Donc là, on est sur une autre station que René connaissait, hein, dans une zone un peu similaire avec du pin, du chêne et du bouleau. On a une espèce qui est bien élancée et qui fait 10-12 cm de haut. On voit tout de suite que les lames sont blanches et échancrées. Là, vous avez reconnu peut-être le genre. Alors on est dans les tricolomes ici, hein, c'est plus gros. Ouais. Donc on est dans le groupe des tricolomes bruns. Et chez les tricolomes, l'étude du dessus du chapeau donne beaucoup d'informations. Donc là, je vous propose cette photo pour qu'on regarde un peu plus près. Ce qu'il faut tout de suite remarquer, c'est que le chapeau, il est sec, entièrement sec. Il n'est ni visqueux ni collant, même si on le réhydrate. Donc ça enlève un paquet d'espèces potentielles. Hein. Ensuite, il faut regarder attentivement la nature du revêtement. Ici, il est ni complètement lisse, comme chez Tricoloma psamopus, ni complètement méchuleux, comme chez Tricoloma vaccinum. Ici, on a un intermédiaire avec un chapeau un peu feutré qui présente quelques petites squames qu'on distingue ici à gauche et qui peuvent être un peu plus visibles, comme vers la marge du spécimen central ici. Donc ici, il s'agit de Tricoloma imbricatum. C'est une espèce inféodée au pin, cette fois-ci. Il pousse de la plaine à la montagne, et donc c'est une espèce occasionnelle si on se balade sous les pins. Et ici, on a changé de coin. Là, on est au nord de Paris, dans la forêt de Retz. On est dans une hêtraie calcaire où j'ai l'habitude d'aller voir les beaux cortinaires. Mais là, bon, c'était déjà trop tard pour début novembre là, pour les cortinaires. Mais il y avait d'autres espèces intéressantes comme celle-ci. Vous avez sûrement reconnu une autre petite lépiote. Alors celle-ci, elle fait environ 5 cm de haut et elle montre un revêtement pulvérulent blanc chez les jeunes. Hein. On voit bien l'aspect poudré sur l'exemplaire jeune tout à droite ici. Chez les spécimens plus âgés, le revêtement il devient beaucoup plus foncé, laissant place à des plaques brunes, hein, comme on voit ici, là. Cet aspect poudré, il est aussi souvent notable sur le pied, hein, on retrouve les mêmes couleurs sur le pied. Donc sur le terrain, comme je ne suis pas vraiment familier avec ce type de lépiote, je me dis que je suis probablement dans le groupe de Pulverulenta, mais je me dis surtout que je vais aller la passer au microscope en rentrant à la maison. Donc bon, on redit, hein, pour les petites lépiotes, c'est important de bien regarder la nature de la cuticule. Et ici, on voit que la cuticule poudrée est en fait constituée de cellules rondes, donc des petits globes d'une 50aine de micromètres, là, qu'on appelle des sphérocystes. Donc ils sont agglomérés les uns aux autres. Et vous voyez en regard un peu mieux la macro associée du revêtement,
avec le jeune spécimen en bas et l'adulte en haut, qui a perdu son aspect poudré. Donc avec ces cellules rondes, on peut écarter de suite mon hypothèse de terrain, parce que Pulverulenta, elle a des cellules cuticulaires en forme de pièces de puzzle, pas du tout en forme de sphérocyste. Donc ici, on est dans le groupe des Cystolepiota, le groupe de Lepiota adulterina. Et ici, il faut passer au crible les candidats possibles. Donc si on consulte la documentation disponible, ça ne peut pas être adulterina, parce qu'ici, on a des spores trop petites. Ça ne peut pas être Ethiri, parce qu'on n'a pas un champignon qui rougit nettement à la manipulation, à la blessure. Donc si on continue la microscopie, on s'aperçoit de deux caractéristiques intéressantes. Donc primo, l'arête des lames, elle est bordée de cystides qui ont une forme bien particulière, on voit bien ici. Les cystides, on dit qu'elles ont une forme moniliforme. On voit bien que le col est étranglé à plusieurs endroits, à plusieurs reprises. Et secondo, on a les faces des lames qui présentent aussi des cystides, même si elles sont un peu plus difficiles à mettre en évidence. Donc ça, ce sont des caractéristiques qui vont bien pour Cystolepiota fumosifolia. J'ai trouvé un article de 2019 des Espagnols Munoz et Sanchez qui présente cette espèce. Et je retrouve bien presque toutes les caractéristiques macro et micro de leur récolte dans la mienne. Donc j'ai mis AF affilié à Fumosifolia parce que pour conforter ma détermination, j'ai fait séquencer ma récolte. Et je tombe bien assez proche du type de Fumosifolia, mais je me suis rendu compte qu'il y a de nombreux ITS différents, au moins 3 ou 4, qui sont cachés sous le nom de Fumosifolia, donc ça laisse supposer que c'est encore une fois un complexe à débrouiller. Et je pense que c'est aussi pourquoi on trouve des points de discorde, des points contradictoires, des détails contradictoires dans la littérature, donc dans les sources étudiées pour cette espèce. Donc en tout cas, j'ai regardé les bases de données pour Fumosifolia en France. Il n'y a que très peu de récoltes. J'ai trouvé que 3 ou 4 signalements dans les Hauts-de-France. Une espèce qui est donc rare à retrouver et à examiner de plus près. Et donc j'ai terminé, donc j'ai commencé tard la saison et puis je l'ai terminé aussi assez tôt. Donc la mi-novembre, il y avait eu déjà un gros coup de froid. Donc voilà une dernière espèce que j'ai trouvée lors d'une sortie peu fructueuse dans le sud de l'Essonne, aux Grands Avaux. On voit des petits champignons en troupe avec une silhouette assez élancée de mycène. Donc voilà, on voit les lames bien blanches ici. Le chapeau, il est jaune pâle, mais bon, cette espèce, elle peut être un peu variable d'aspect. Le jaune, il peut être un peu plus vif, quelquefois tiré sur le vert ou le brun. Le pied, il est de la même couleur ou un peu plus gris. Et il est typiquement garni de poils assez longs sur la partie inférieure. Là, on voit sur les spécimens encore debout là, un feutrage blanc qui est assez typique. Alors, il poussait dans l'herbe au bord d'un chemin bordé de conifères. Il me semble que c'était au pied de sapins blancs. Donc l'odorat ici, il apporte peu. Mais il y a une caractéristique importante ici qu'on ne peut observer que sous la loupe. C'est que l'arête des lamelles, elle est nettement bordée de jaune, voire de jaune orangé ici. Et vous avez une meilleure vue de l'habitat à gauche, là, avec les grands sapins. Donc ça poussait dans l'herbe sous les grands sapins. Donc là, comme il est assez typique avec le feutrage blanc sur le pied et l'arête des lames bordée de jaune, si on n'a pas ces critères assez frappants, on peut aussi essayer de le déterminer en regardant un peu de micro sur l'arête des lames. Sur ce champignon, on peut trouver des cystides lagéniformes qui ont un cou qui s'affine. Donc là, on a un gros ventre et puis derrière le cou qui s'affine. Et l'apex des cystides sont branchus ou digités. Donc voilà, on a 3 exemples ici. C'est branchu digité. Tout ça, ça signe cette espèce qui aime du coup bien pousser sous les conifères, qui s'appelle Mycena citrinomarginata. Donc c'est une espèce qui est occasionnelle. Ici, c'est la première fois que j'en observe autant d'un coup. Donc il y a d'autres mycènes qui ont l'arête des lames bordées de jaune, comme Mycena flavescens que voici. Mais le chapeau n'est pas aussi jaune, il pousse sous feuillu, préférentiellement dans la litière de hêtre. Et les cystides, elles sont complètement différentes. Là, vous avez une arête de lame. On dit que ces cystides, elles sont en brosse, on dirait des petits ballons avec des petites ponctuations au sommet des ballonnets.
Donc, je voulais en profiter pour parler d'une autre espèce proche que voici, la Mycena olivaceo marginata, qui pousse dans les pelouses sèches comme ici. Donc, Olivaceo marginata, elle a des teintes de chapeau plus sombres que Citrine marginata, plus souvent vers le brun, et une arête de lame qui est également plus sombre, plus vers le rouge-brun. Elle n'a jamais le feutrage sur le pied qu'on a vu tout à l'heure, et donc pas du tout le même biotope non plus sur les pelouses sèches. Donc, au premier abord, elle n'a rien à voir avec Mycena citrino-marginata. Mais en fait, la micro, c'est quasi la même entre Olivaceo marginata et Citrino marginata. Et plus frappant encore, c'est la séquence ITS, donc c'est-à-dire le marqueur génétique qui permet le plus souvent de différencier les espèces de mycènes les unes des autres. Et ben, lui aussi, il est absolument identique. Donc c'est pour ça que certains auteurs ils voient deux espèces différentes, tandis que d'autres voient une même espèce extrêmement variable, comme en termes de couleur et d'habitat. Donc on en saura peut-être plus avec l'étude d'autres gènes. Voilà. Donc voilà, c'est ici que se termine cette présentation. Merci de l'avoir suivi.